Bonjour à tous et merci d'être venus. Il y avait du foot ce soir, mais vous avez quand même fait l'effort de vous déplacer et de venir. Vous inquiétez pas, on vous informera sur les résultats et sur l'évolution du score au niveau du foot pendant chaque pause. Est-ce que ça a un impact sur le trading? Justement, ça pourrait être justement l'objet d'une conférence et je pense que ça pourrait être très intéressant. Alors je me présente, je m'appelle Julien Hazan, je suis le cofondateur de Money Push avec James. Pourquoi on est réunis ici à la CCI? Pour deux raisons. Déjà parce qu'on est des passionnés de trading et de finance avec James. Et pourquoi à la CCI? Tout simplement parce qu'on est partenaire de la CCI et qu'on travaille ici. Nous, on travaille au 6e étage, pour ceux qui souhaiteraient passer nous voir. Donc l'objectif de ces conférences justement, c'est de découvrir des choses sur le trading, à la fois sur des stratégies de court terme, moyen terme ou long terme. Ce soir, on va avoir un très beau programme avec en deuxième partie un analyste de chez DailyFX, Vincent Gagne, qui est venu. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Dizaine, malgré tout, ce qui aurait pu nous empêcher de venir. Merci Sébastien pour la présentation. Alors moi je ne suis pas venu avec quelque chose d'aussi précis que Sébastien, mais on va discuter de certains scénarios de marché. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de me concentrer sur l'environnement actuel des marchés, la volatilité sur le marché action et un certain nombre de choses qu'a dit d'ailleurs Sébastien qui sont assez justes sur certains actifs qui reviennent, qui sont à nouveau recherchés par les institutionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on va parler de l'once d'or notamment. Je ne sais pas si vous tradez l'once d'or ou si vous investissez sur l'once d'or ou si en fait vous vous en désintéressez complètement. Et Sébastien nous a montré tout à l'heure quelque chose sur l'once d'or. Et moi j'ai le sentiment que cette année il se passe quelque chose, à la fois techniquement et fondamentalement, on va parler de ça. Le référendum au Royaume-Uni la semaine prochaine, c'est ça qui cristallise la volatilité sur le marché action, c'est ça qui fait chuter les marchés actions. Tout à l'heure Sébastien a parlé d'un seuil important sur le CAC 40 à 4240 qui a cédé, et depuis on coule, hein, vous l'avez vu cette semaine, beaucoup d'indices boursiers. Surtout en Europe, d'ailleurs on est sous pression, donc essayer de revenir sur ces choses-là. Et enfin, quelques éléments fondamentaux qui vont concerner le dollar US. Vous faites beaucoup de forex ou pas du tout? D'ailleurs, vous faites quoi essentiellement comme actif? C'est des indices, c'est des actions, c'est un peu de marché d'échange ou pas du tout? C'est des actions, j'ai fait D'accord. Ok, alors moi je vais vous donner mon point de vue, puis surtout on va essayer de discuter, ça va être assez... J'ai pas fait quelque chose d'ici précis. Alors, rapidement, pour ne pas faire simplement des graphiques, le référendum au Royaume-Uni, il y a plein de sondages, c'est tout n'importe quoi. Une semaine, au début de semaine, on vous donne un moment 10 points d'avance pour le Remain, puis après 10 points d'avance pour le Brexit. L'impact, il est direct avec la livre sterling, maintenant que le coefficient de corrélation, c'est 1. Brexit, elle chute, Remain, elle progresse. Concrètement, qu'est-ce que c'est le référendum au Royaume-Uni? C'est ça. Le votant britannique, il va arriver dans l'urne, enfin il va arriver dans, je sais pas, ça s'appelle la petite cabine, peu importe. Voilà ce qu'il va devoir faire, cocher une case, oui ou non. Les sondages, c'est du grand n'importe quoi, le risque politique, tout ce qui est facteur politique, c'est assez exogène au marché financier, et pourtant, actuellement, c'est pour ça que je voulais simplement vous montrer ça, qu'est-ce qui cristallise la vol sur les indices boursiers, les marchés actions, les valeurs cycliques, les banques, les valeurs de l'assurance. Elles sont sous pression d'ailleurs aujourd'hui, première fois, nouveau plus bas historique pour le rendement obligataire allemand à 10 ans, négatif pour la première fois. Le papier allemand, le Bund, qui compose énormément de bilans d'assurance, de banques, c'est le premier contrat acheté par la Banque Centrale Européenne dans le cadre du quantitative easing, négatif. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle peut acheter des titres obligataires dès lors que son rendement n'est pas inférieur à son taux de dépôt, moins 0,40. Donc ça aussi, ça crispe les marchés. Pour la première fois, le rendement allemand négatif, jusqu'où ça va aller? Si on va à moins 0,30, moins 0,40, moins 0,50, c'est fini. Le Bund n'est plus éligible aux achats de la BCE. Alors là, le programme d'achat d'obligations perdrait son intérêt. C'est ça actuellement qui cristallise la volatilité, c'est politique. Ce n'est pas les fondamentaux classiques du marché, ce n'est pas les valorisations, ce n'est pas les banques centrales. C'est un risque politique, souvent c'est transitoire, sauf si derrière ça se transforme un vrai risque d'infrastructure, et ça on aura la réponse la semaine prochaine. Bon, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque le votant britannique va arriver pour cocher sa case, il va réfléchir en son âme et conscience. On a beau, il y a beaucoup de discours anxiogènes actuellement du gouvernement britannique, la Banque centrale, qui disent aux citoyens britanniques, mais en cas de sortie de Royaume-Uni de l'Union européenne, vous allez perdre autant sur votre salaire, vous allez vous appauvrir, vous ne pourrez plus payer les études de vos enfants, etc. Bon,
on peut s'étonner quand même d'une telle approche, sachant que c'est démocratique et qu'au fond, un référendum, si on part du principe qu'on l'organise, c'est oui ou non, et il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourtant, les officiels considèrent qu'il y a une mauvaise réponse. On verra le jour J, c'est la semaine prochaine. Actuellement, sur le marché action, le volume il a diminué d'environ 25% par rapport à sa moyenne des 3 derniers mois. Sur le marché d'échange, la liquidité ne s'est pas réduite encore sur la livre sterling, mais il faut savoir que la plupart des intermédiaires financiers ont sensiblement augmenté les marges, donc on limite l'accès à la livre sterling. Donc il y a un vrai risque. Vous vous rappelez tous peut-être de la Banque nationale suisse qui avait abandonné son seuil sur l'euro CHF. Dès lors qu'elle l'a abandonné, toutes les banques se sont retirées. Le marché d'échange, c'est un marché de banque. Les liquidités faites par les banques, ce n'est pas un marché centralisé. Sur la livre sterling, le risque c'est ça. Il y a des énormes stocks de positions sur la livre sterling. Si le jour J il y a un Brexit, ce que ne veut pas la communauté financière, les banques peuvent sortir. Si les banques sortent, il n'y a plus de liquidité. Toutes les positions en cours sur la livre sterling, il n'y a plus de contrepartie. Et derrière, ça peut être un choc, à la fois déjà pour ceux qui détiennent du sterling et surtout pour les intermédiaires financiers. Bref, pour tout un tas de raisons, c'est ça qui cristallise actuellement la baisse des marchés actions, que l'analyse technique d'ailleurs attrape bien, parce qu'il y a des cassures de support, donc c'est propre à l'analyse technique sur les indices boursiers. Mais voilà, simplement, si ça ne se transforme pas, ce risque, concrètement, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, on efface tout ça, on efface ce risque politique. Et on peut aussi partir du principe qu'à ce moment-là, tout ce qu'on observe comme mouvement ces 2-3 dernières semaines pourrait être neutralisé. Donc voilà, le CAC 40 là, revient sur ses plus bas du mois de février. Devrait à peu près revenir dans cette zone-là d'ici une semaine. Si on écarte ce risque, d'ailleurs, ça peut parfaitement remonter. Parce qu'on reviendrait fondamentaux classiques. Bref, on va parler. Je voudrais juste rajouter un truc. Oui, je vous écoute. C'est vraiment très personnel. Oui. Sachant que les Écossais ne supportent pas les Anglais et sont très europhiles, le risque majeur si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, c'est que les Écossais disent nous on veut sortir du Royaume-Uni. Il y a un éclatement du Royaume-Uni. Donc pour ces raisons, j'y crois pas moi au Brexit. Alors, c'est vraiment très personnel. Ben, vous avez raison, de toute façon, il faut tous avoir un avis personnel. Hein. C'est une bonne remarque. J'ai vécu 2 ans à Londres, hein, donc j'ai suivi ces trucs-là. Bon, merci pour votre témoignage. C'est un vrai sujet, parce que rappelez-vous, avant, il y a quelques années, c'était en 2014, il y a en effet le référendum pour que maintien ou non de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Ils ne peuvent pas sentir les Anglais, hein, les Écossais. Par contre, ils adorent l'Europe. Voilà. Voilà. Maintenant, on parle du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est juste un exemple de l'impact de phénomènes qui peuvent être politiques ou non, en termes de volatilité sur le marché d'échange. Le référendum sur l'Écosse, il y avait eu en 7 jours 580 pips de volatilité sur le GBP-USD. Finalement, les Écossais sont restés dans le Royaume-Uni. Quoi qu'on dise les sondages, moi je me rappelle parfaitement de cette période-là. Vous aviez 2 jours avant encore un sondage qui donnait largement victorieux la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni. Donc, actuellement, les sondages, c'est pas sérieux. Trader la livre sterling sur des sondages, c'est hyper volatile. Bon, actuellement, ça l'a fait baisser, ok. Ça reste risqué. Par contre, ce qui est étonnant, à la grande différence, mais pour des raisons qu'on comprend finalement, à l'époque, le référendum sur la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni n'avait pas eu d'impact sur les indices boursiers, pas eu d'impact sur les actions européennes. Là, les actions européennes, elles sont massacrées. Des cassures de support technique dont on va parler tout à l'heure, Sébastien, c'est sur tous les indices boursiers de la zone euro et même et surtout la bourse de Londres. Donc, si cette incertitude politique est élevée, simplement, voilà, il faut peut-être commencer à s'intéresser à peut-être des niveaux de support majeurs sur les indices boursiers, des niveaux qui, pour l'instant, en Europe, ont tenu et qui pourraient tenir. Bon, forcément, hein, s'il y a un Brexit, ce serait compliqué pour la finance, parce que la finance, elle rejette ça, hein, le Royaume-Uni à Londres et puis le reste du pays. Un Brexit, je ne sais pas où va le CAC, mais ça peut être 3600 points, c'est des choses qui est possible. Honnêtement, s'il n'y a pas de Brexit, on va tenir 4100, puis ça peut parfaitement monter sur les niveaux dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus ou moins les niveaux d'ouverture de l'année, qui est autour de 4500 et quelques. Bon. Quel sera l'impact d'un Brexit sur des entreprises françaises dont a priori les résultats augmentent d'année en année? Enfin, je ne sais pas, par exemple, pour les entreprises du CAC 40, leurs résultats sont bien meilleurs que ceux de l'année dernière. Objectivement, elles se portent mieux. Brexit ou pas, les entreprises elles continueront à délivrer du résultat et du dividende. Alors moi, plutôt que je vous réponde quelque chose de précis ou n'importe quoi, je vais avoir de mal. C'est pas ma spécialité, je pourrais pas là vous dire pour les entreprises françaises comment ça peut se passer. C'est hyper incertain. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, concrètement, c'est l'aspect commercial qu'il va falloir renégocier. Le Royaume-Uni avec la France, le Royaume-Uni avec l'Allemagne, etc. Les entreprises, elles ont probablement préparé des plans
mais en même temps, c'est lourd de déplacer une entreprise. Prenez toute la finance européenne qui est à Londres. Si elle veut se relocaliser, c'est lourd. Ça prend du temps. Elles se disent préparées, oui et non, parce que je suis persuadé qu'au fond d'elles, toutes ces entreprises, elles ne croient pas au Brexit. Et pourtant, on a tort de raisonner comme ça, parce que l'Angleterre, c'est une plus vieille démocratie, c'est une vraie démocratie, ils ne vont pas tricher les résultats, voilà, il n'y a pas d'inspecteur pour vérifier. Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, le risque c'est quoi? C'est ce que vous constatez maintenant, c'est l'image des investisseurs internationaux vis-à-vis des actifs cotés en Europe, parce que ça peut créer un précédent. En cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, je ne vois pas pourquoi les indices boursiers européens, donc les actions, continueraient pas de baisser, parce qu'il y aurait, en tout cas dans un premier temps, une angoisse, puis derrière, bon, le Royaume-Uni refera des accords commerciaux bilatéraux, les choses peuvent se passer, parce qu'au fond, il n'y a pas de sens de l'histoire, hein. On n'est pas obligé de tendre vers plus d'Europe, plus d'intégration. Le choix n'est pas unique, on n'impose pas une pensée à des citoyens européens qui sont quand même pour la plupart des démocraties. Donc il faut se préparer à tout. Donc, je voulais simplement commencer par ça, c'est la semaine prochaine, le référendum. On voit déjà qu'il y a beaucoup de volatilité. Il y a aussi de la volatilité parce que le volume d'échanges diminue, il y a moins d'investisseurs institutionnels dans les carnets. Il faut vraiment se préparer à tout. C'est pour ça, on va montrer, j'ai quelques graphiques que je vais vous montrer, mais je pense que dans la période actuelle, l'analyse technique c'est super, moi je m'en sers énormément. Et simplement peut-être se mettre un peu en stand-by, je dirais peut-être encore pendant une semaine, y revenir tranquillement après le 24, après le 23 juin, début juillet, lorsque le marché serait revenu à des fondamentaux classiques. Donc voilà, actuellement, puisque les marchés actions reculent fortement, je voulais vraiment commencer par ces choses-là. Alors, bon, ça c'est la vol sur le GBP, on s'en fiche. Moi je vais vous montrer ce graphique, et je vais revenir sur ce que disait Sébastien, et je suis assez d'accord, mais peut-être un peu plus ambitieux. Bon, le XAU, c'est le CFD, XAUSD, c'est l'once d'or. D'accord, c'est son code. Vous l'avez ici en données hebdomadaires, l'once d'or, depuis les 2000 $, personne n'en veut. Les instituts n'achètent pas l'once d'or, mais au fond, pourquoi un gérant achèterait de l'or? Il n'y a pas de dividende. Il n'y a pas de rendement connu à l'avance, hein, c'est pas un placement obligataire. On ne signe pas un contrat, vous achetez de l'once d'or, on ne signe pas de contrat qui vous garantit que vous allez avoir un rendement, mais de toute façon, même pour une action, vous achetez une action, rien ne vous garantit même le dividende. Donc l'once d'or, au final, ça n'intéressait personne. Donc, on peut tout dire et son contraire sur l'once d'or. C'est une couverture contre l'inflation, c'est une valeur refuge, c'est corrélé inversement au dollar. On peut trouver tout un tas de catalyseurs. Il s'avère qu'en 2016, techniquement parlant, c'est des graphiques qui sont épurés volontairement, on peut, pour moi il s'est passé quelque chose sur l'once d'or au premier trimestre. Alors, au premier trimestre, janvier, février, mars 2016, la chute des marchés actions, ok, mais il y a un actif qui a performé, c'est l'once d'or. Il a fait, je crois, dans mes souvenirs, plus 15, voire peut-être plus 20% au premier trimestre. On n'avait pas vu ça en termes de performance sur l'once d'or depuis je ne sais pas combien de temps. Plus récemment, je crois que c'est George Soros qui a dit qu'il faut acheter de l'or, etc. Donc ça, c'est l'image, hein, c'est le personnage. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'analyse technique sur le gold? Tu l'as montré tout à l'heure. Voilà. Simplement, on avait un canal baissier depuis 2013. Le marché glissait, sans réel intérêt. Là, on aurait pu mettre aussi les volumes d'échange, mais voilà, ça c'est ce qui s'est passé au premier trimestre. Il y a eu un vrai intérêt acheteur sur l'once d'or. On est sorti par le haut d'un canal baissier, donc ça c'est quelque chose qui est positif. Bon. De la même façon, moi j'associe les prix avec des indicateurs de momentum. Donc ici, le RSI représente le momentum, on va dire l'angle d'une dynamique. Simplement, il y a des choses techniquement qui sont très positives. Le RSI du marché, maintenant, qui se maintient entre 50 et 70, le RSI, qu'est-ce que ça veut dire? S'il est égal à 50, ça veut dire que sur la période, vous avez 50% de variation positive, 50% de variation négative. On a quitté un trend baissier à la fois sur le momentum du marché, qui était capé entre 30 et 50. On est sorti par le haut d'un canal baissier. Maintenant, vous avez un RSI qui évolue entre 50 et 70. Donc sur les 14 dernières semaines, il y a toujours plus de variations positives que de variations négatives. Le prix s'est bien comporté. Là, c'est une capture d'écran, elle est un peu ancienne, elle doit dater de la semaine dernière, mais depuis 3 semaines environ, les marchés actions, depuis fin mai, début juin, en Europe, baissent, vous l'avez vu. Donc on peut se poser cette question. Depuis fin mai, les marchés actions baissent fortement, surtout les valeurs cycliques, surtout les valeurs financières, les assurances forcément, hein, taux de plus en plus négatifs. Autant vous dire qu'un rendement allemand négatif, les acheteurs, ils n'aiment pas. Les rendements obligataires de la France, la courbe des taux maintenant en France peut être négative peut-être jusqu'à 7 ans. On vit dans un environnement de taux très bas, même des taux négatifs sur la plupart des horizons de temps.
L'once d'or a tenu, ça fait 3 semaines que l'once d'or progresse. Ce qui m'a marqué, moi, c'est que généralement, il y a une corrélation inverse avec le dollar US. Le dollar US a été mis sous pression récemment par les chiffres du marché du travail aux États-Unis qui ont été publiés. Aucun impact sur l'once d'or. Vous l'avez vu, cette mise sous pression par la remontée de l'euro-dollar qui est revenu vers 14 à 14,5, qui a baissé depuis. L'once d'or, non. Moi, la question que je me pose actuellement, c'est y a-t-il encore des placements de moyen long terme? Est-ce qu'on peut envisager un placement en utilisant par exemple uniquement l'analyse technique, où on pourrait se projeter sur plusieurs semaines? Moi, j'ai beau chercher, même pourtant en suivant tous les jours les différents actifs cotés et les paires de devises, c'est de plus en plus difficile de trouver des tendances lourdes. En 2014-2015, vous aviez l'euro-dollar qui passe de 1,40 à 1,05, c'était très tendanciel et propre techniquement parlant. Prenez toutes les paires en yens, l'année dernière, du GBP yen, l'euro yen, etc., c'était pareil, c'était très baissier, sur 3-4 000 pips par exemple avec le GBP yen. Cette année, l'environnement de marché il a changé. Il y a beaucoup de ranges. Il y a peu de phases directionnelles qui peuvent s'étendre sur un pourcentage important. Donc la question que je me suis posée, c'est au fond, si je devais choisir un actif qui me paraît être fondamentalement, et des nouveautés cette année, et techniquement propre, moi j'en reviens donc à l'once d'or. Alors l'idée, c'est pas non plus d'exagérer, hein. Il y a déjà des scénarios, le dollar va remonter à 2000, les banques centrales ne remonteront jamais leur taux, vous pouvez même entendre la Fed prépare un QE4, etc. Tout un tas de choses comme ça, de personnes qui pensent que l'économie américaine, c'est fini, elle a fait un cycle de reprise de 7 ans, c'est terminé, elle va ralentir. Au final, il y a un débat, il y a une incertitude, et c'est moi ce qui me marque techniquement cette année, c'est donc le gold. Premier trimestre intéressant. Depuis quelques semaines, on fait un range entre 1200 et 1300, on a pu s'approcher des 1290, 1295. Moi, ça ferait partie des actifs que je surveillerais énormément et que je continue de surveiller. Moi, mon scénario sur l'année, pourtant en analyse technique, on n'anticipe pas la cassure d'une résistance, ça ne se fait pas, on attend plutôt le signal. Mais pour tout un tas de raisons, j'estime qu'il y a un scénario quand même assez probable, d'une part de remonter sur les récents sommets, ce qui est déjà fait, à peu près, mais surtout d'aller au-delà. Alors, l'analyse technique, si on lui demande quel est son message sur l'once d'or, elle ne dit pas qu'on va à 2000. D'ailleurs, il y a en effet une ligne de tendance baissière de long terme qui passe un peu plus haut. Mais j'ai quand même, moi, le sentiment que sur cette année, on peut retracer ce canal dont on est sorti par le haut. Ce qui donne des cycles techniques qui sont vers 1340, 1390 $, 1400 $. Il y a des choses à faire sur l'once d'or qui n'est plus, donc qui est beaucoup moins concerné par la tendance du dollar US. Concrètement, cette baisse de l'once d'or, c'était la hausse du dollar US ces dernières années. Donc c'était inversement corrélé. Là, il y a quand même une nouvelle donnée. Il y a un retour des flux sur le métal jaune, ça ne composera jamais une partie dominante des portefeuilles, mais il y a quand même un retour des flux. Ça faisait longtemps que l'analyse technique, sur des horizons de temps comme ici, les bougies, donc le W1 weekly, des bougies japonaises hebdomadaires, n'avaient pas donné des signaux à peu près intéressants. On ne cassait pas de résistance, on ne cassait pas par l'eau des figures chartistes, jamais le momentum était dans des bonnes dispositions techniques sur des graphiques de long terme. Ça commence un peu à changer sur le gold. Alors maintenant, moi j'ai la vue de marché qu'on peut avoir sur le gold. On peut parfaitement encore rester entre 1200 et 1300. Moi, ma conviction, c'est que 1200, c'est un bon niveau de prix. Ça a été acheté il y a 3 semaines, indépendamment d'ailleurs des mouvements du dollar US. Vous faites de l'analyse technique. Si vous avez un signal à surveiller, c'est un jour, si ce marché casse ses récents plus hauts, simplement, c'est comme ça qu'on fait en analyse technique, vous avez une tendance haussière, si on fait des nouveaux plus hauts, mais une belle cassure, à l'image de celle qu'on avait eue ici, ça devait être en début février ou fin janvier, je ne sais plus, une belle cassure haussière comme ça, bien confirmée derrière par tous les tests du niveau qu'on avait noté. Derrière, je pense qu'il y a du potentiel. Alors après, bon, il y a plusieurs façons de... Mais en tout cas, l'année 2016, c'est l'année de l'or, du retour de l'aspect refuge de l'or. Mais il y a d'autres valeurs refuges. Ça fait 3 semaines que les marchés actions sont sous pression. Qu'est-ce que vous observez? Donc, on va les rendements obligataires qui chutent. Okay. Donc, ça paye un peu ça paye du papier souverain, ça paye du contrat de taux, même si les rendements sont négatifs, peu importe. Voilà où vont les flux. Je ne sais pas si vous suivez de près le yen. Mais bon, le yen, c'est aussi son année. Cette année, il y a 2 actifs qui vraiment sortent du lot. Le yen japonais a cessé de chuter malgré le QE, je ne sais pas combien, de la BOJ, malgré tout ce qu'on peut envisager sur la Banque centrale du Japon, sur des mesures monétaires inédites qu'elle pourrait engager. Le marché achète du yen, c'est la baisse des paires en yen, en contrepartie, et le marché revient sur l'once d'or.
Alors, l'idée c'est quoi? C'est que si vous faites de l'analyse technique, c'est peut-être de se concentrer sur ce marché-là. Et puis, les paires moyennes, oui, c'est aussi important, mais en tout cas, il y a des éléments, on peut à peu près comprendre pourquoi le marché y revient, et moi aussi je pense que, comme Sébastien, que l'analyse technique se pratique bien sur les matières premières, c'est propre, mais qu'il faut, il faut faire confiance aussi au marché, surtout en cours de clôture. Voilà, moi c'était un graphique simplement qui associe prix, momentum, ça converge, j'aime bien ces situations-là, vous savez, en analyse technique, il y a un terme qui généralement fait un peu vibrer les gens, c'est la divergence. Tout le monde cherche des divergences, divergence haussière, divergence baissière, et puis voilà, ça fait, on a fait un beau trait, j'ai acheté une divergence haussière, ok, mais finalement ça c'est des cas assez rares. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt quand le prix converge avec le momentum du marché, ça c'est des situations du coup plus saines pour la tendance. Alors prix momentum c'est l'évolution des prix et un indicateur mathématique qu'on peut choisir, chacun les siens dans sa méthodologie. Moi je ne connais pas 36 000, un ou deux, voire trois maximum. Je ne suis pas capable du tout de vous expliquer comment sont calculés ensuite tous les indicateurs, mais en tout cas ceux qu'on utilise, il faut savoir, même la formule on s'en fiche, il faut savoir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça représente concrètement. Et donc voilà, là ça me paraît intéressant sur l'once d'or. Alors par contre, là on remonte, ok, on est sur 1300, on peut envisager que ça continue de progresser au moins jusqu'à l'organisation du référendum. La question est, en cas de remain, de maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, tous les mouvements des dernières semaines pourraient s'inverser, c'est-à-dire que le marché se détend, revient sur les actions. À ce moment-là, lui qui a été recherché dans cette phase de risque peut souffrir, mais peut-être de manière transitoire. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a levé les risques politiques, on revient aux fondamentaux classiques. Donc, les agrégats économiques, les entreprises, les banques centrales, les taux d'intérêt, et puis exit le risque politique, puis le marché, à partir de la rentrée, il passera sur les élections aux États-Unis, donc ils ne sont pas non plus un risque systémique pour le monde, sauf à considérer que si certaines personnes élues, ça pourrait poser problème. Mais en tout cas, voilà, moi c'est un graphique qui m'intéresse, c'est pas non plus pour s'envoler, hein. Viser 2000, pourquoi pas 3000, on peut tout dire, hein. À l'époque, quand l'or était à 2000, on attendait des objectifs à 100 000, 10 000, peu importe, mais voilà, techniquement parlant, puisqu'on est là pour faire un peu de chart, l'once d'or, il y a des choses qui sont convaincantes. Petite question, oui. Je passe à autre chose. Quel sera un bon instrument financier pour jouer la tendance sur l'once d'or? Bon, après, il y en a plein d'instruments financiers. Tout à l'heure, Sébastien parlait des turbos, des barres. Alors bon, après, voilà, chacun défend un peu la politique de sa maison. Moi, je travaille avec un Roger qui fait du CFD. Ils auraient dire le débat, ce sont tous des produits à effet de levier. Parfois on attaque le CFD, on attaque le baron parce qu'on dit comment ça marche, qu'il y a la valeur temps, donc on peut avoir raison sur le sens du marché et finalement être perdant sur le produit à cause de la valeur temps. Les turbos, vous en avez parlé, voilà, il y a des barrières désactivantes, donc c'est risqué, le CFD il y a un effet de levier, donc c'est risqué. Tous ces produits sont risqués. L'idée c'est quoi? Le choix que vous allez faire de votre produit pour agir sur l'once d'or, les trackers, c'est déjà de savoir comment ça marche, de limiter l'effet de levier et surtout de bien gérer son risque. Si vous vous positionnez sur un baron or, il va y en avoir, je ne sais même pas s'il y a probablement des barons sur l'once d'or. Si vous achetez votre baron sur l'once d'or, comprenez-le parfaitement. C'est-à-dire des turbos sur l'once d'or, comprenez-le parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution du sous-jacent, mais derrière, si l'or prend 10%, il y a tellement de paramètres, notamment pour les barons, qu'on n'est pas certain de l'évolution derrière du sous-jacent. Je ne pourrais pas vous donner une réponse absolue, moi je ne fais pas de choix. Il y a tout un tas de produits dérivés financiers. L'idée par contre c'est que si vous en choisissez un, comprenez-le vraiment bien, surtout s'il est complexe, parce que si vous avez raison sur le scénario, mais qu'au final vous êtes perdant sur le produit, c'est un peu dommage. Donc je dirais qu'au fond, moi, ma réponse c'est d'aller chercher quelque chose où on comprend comment ça marche. Donc je ne sais pas, il y a parfois des produits dérivés où l'once d'or varie de 10%, vous avez à peu près la quasi-certitude que le dérivé, si un levier 2 fera 20. C'est moins évident avec les barons, c'est peut-être un peu plus limpide avec les turbos, mais je ne suis pas du tout un fin connaisseur de la façon dont ces produits sont valorisés. Le CFD, lui, il n'y a pas de valeur temps, il n'y a pas ce genre de choses. Mais c'est un produit à marge, donc là c'est pareil, ça dépend de votre effet de levier. Hein. On a coutume de dire, il y a des statistiques qui ont été faites, on a coutume de dire que au-dessus de 5, l'effet de levier, s'il augmente significativement au-dessus de 5, ça réduit énormément le taux de réussite des traders. On peut regarder ça, les études qui ont été faites sur les
CFD, les turbos, des effets de levier de 20-25, il y a plus de 10% de personnes qui gagnent. Alors que, je suis persuadé, enfin, ils peuvent avoir les mêmes anticipations. Donc voilà, c'est bien, on peut avoir un scénario de marché, une vue de marché, mais au final, ce qui est le plus important, c'est lorsque vous allez ouvrir la position, c'est sa gestion, sa bonne compréhension, la gestion de son risque, du capital, peut-être même plus important que l'anticipation de marché. Bon, bien sûr, il faut quand même avoir une idée. Voilà, donc je peux pas, là, vous me demandez, je peux pas vous faire une hiérarchie en vous disant, par numéro 1, CFD numéro 2, turbo numéro 3. Non, c'est une catégorie, et puis chacun, voilà. Donc, et puis, c'est pas très bien. Par rapport à dire, à court terme, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je suis quand même très modéré sur le moyen terme, comme effectivement cette zone à 1390 $ qui est pas si loin, qui est à la fois horizontale et oblique, que je montrais tout à l'heure. Donc, et c'est vrai que là, en plus à court terme, proche des 1300, je crois. On doit être par ici, ouais. Voilà, donc je serais quand même très prudent à. Alors, en effet, comme dit Sébastien, maintenant on est revenu dans le haut du rang. On a déjà fait une bonne partie du chemin là, c'est bien. Exactement, alors on est dans le haut du rang, on ne peut pas acheter l'or maintenant, c'est 4 semaines que ça monte, comme vendre le CAC maintenant, bon, vous arrivez après la bataille. Ouais. Mais l'idée c'est quoi? On viendrait dans cette zone-là, si ça reverse, c'est que le marché va rester dans son range. Mais techniquement parlant, moi j'estime qu'on a une bonne probabilité d'en sortir par le haut. Pour ces raisons dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une rupture en 2016 sur le gold, il retrouve son aspect refuge qu'il avait complètement perdu. Moi je me souviens de l'été dernier, l'été 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 24 août, la bourse de Shanghai qui a chuté, c'était, je ne sais plus combien elle avait fait, mais vraiment il y avait eu de la vol. Les marchés actions européens qui avaient ouvert en forte baisse, etc. Et sur l'once d'or, il ne se passait rien. Rien, il ne bougeait pas, anémique. Alors qu'il y avait des chocs sur les marchés actions, l'once d'or ne bougeait pas. Cette année, ça revient. Et je pense que si en début d'année, au premier trimestre, on peut envisager qu'il y ait quand même des décisions de gestion qui soient prises en début d'année pour couvrir sur l'ensemble de l'année, ils ne sont pas revenus pour rien. Donc voilà, ça c'est un peu en toile de fond, mais voilà, techniquement, il faut surveiller la capacité de ce marché à progresser davantage. Si on revient sur 1200, moi je pense que c'est toujours une bonne zone d'entrée. En tout cas, voilà, je suis optimiste sur la capacité de l'or à progresser davantage cette année. On peut même, alors justement... Comment ? Oui, complètement. Sur un retour, soit le milieu du range, bon après il faut affiner en intérêt, j'ai pas plus de zoom. Que là, on est plus proche de... À 1300, c'est une résistance. Hein. En analyse technique, il y a en effet ce principe de base, on ne peut pas acheter une résistance et on ne peut pas vendre un support. Peut-être qu'il y a un bon action aussi, donc ça serait logique. Exact. Ça a peut-être tout donné, on verra la vol. Alors là, vous avez le dollar US, donc l'US Dollar Currency Index. Concrètement, vous reconnaissez, essayez de... Prenez le graphique, regardez-le bien et inversez-le. Vous prenez, en fait, vous l'inversez. Plutôt qu'avoir une grosse phase ascendante, vous avez une phase baissière et tout en bas un range. Là, vous avez une phase haussière et tout en haut un range. Inversez-le. Alors, bonne remarque, l'US Currency Dollar Index, c'est la tendance du dollar américain face à un panier de devises. Concrètement, là-dedans, vous avez 50 et quelques % d'euro-dollar, mais un peu de GBP-USD, il y a de l'USD-Yen, etc. Mais si vous regardez bien, si vous suivez le marché d'échange, c'est l'euro-dollar à l'envers. Tout à l'heure, Sébastien nous a montré un graphique montrant l'euro-dollar baisser de 1,40 à 1,05 et faire un range tout en bas. Là, vous avez une tendance haussière. Donc, ici, c'était l'euro-dollar à 1,40. Là, c'est l'euro-dollar à 1,05. Et depuis, c'est l'euro-dollar 1,05, 1,15, 1,16. L'euro, c'est presque plus un sujet pour le marché. La Banque centrale, on voit sa politique monétaire, c'est hyper accommodant. Les taux, on disait que ça ne pouvait pas devenir plus négatif. Bon, bah, cette semaine, la séance du jour montre que si, ça peut toujours être plus négatif, des taux d'intérêt, on ne sait pas jusqu'à où. Mais le vrai sujet pour le marché cette année, c'est le dollar américain. Pourquoi ? Parce que la seule banque centrale qui relève ses taux dans l'environnement actuel, c'est la Fed. C'est celle qui est la Réserve fédérale, qui l'a fait en décembre dernier. Si vous vous posez la question de l'euro-dollar sur le plan technique, n'hésitez pas toujours à faire de l'analyse technique sur l'US Dollar Currency Index. Parce que le dollar américain, c'est l'actif sur le marché d'échange le plus regardé. Aux États-Unis, l'Europe, ça leur paraît très loin, ils regardent le dollar US avant de regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, récemment, il était monté à 1,16 et quelques, 1,16,15, quelque chose comme ça. Ils pensaient qu'il y avait de l'énergie et potentiellement, même moi techniquement, je me disais que ça pouvait être la bonne pour aller enfin chercher les 1,20. Il y a eu une séance où on a fait 1,16,15 en séance, on a clôturé tout en bas.
En chandelier japonais, on avait d'ailleurs des configurations qui étaient vendeuses, sur tous les horizons de temps. Et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que voilà, les investisseurs internationaux, même ceux qui ne regardent pas les charts, notamment en France, beaucoup de gens disent on ne regarde jamais les charts. C'est plus dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, sur CNBC, il y a même des émissions sur l'analyse technique. Jamais vous verrez sur BFM Business ou des choses comme ça, une émission avec l'analyse technique. Dans les médias anglo-saxons ou en Asie, il y a des analyses techniques, c'est des stars. C'est-à-dire qu'ils vont parler d'un niveau technique sur une action, ils vont la faire décaler. En Europe, jamais, ou en France, dans la communauté des gérants, vous allez avoir un analyste technique qui peut, en parlant dans les médias, décaler. Non, on va plutôt écouter le gérant qui va vous dire, voilà, tel actif, telle valorisation, telle stratégie, etc. Bon, mais peu importe, la France et les gérants français, ils ne font pas le marché d'échange, ils ne font même pas le marché. Donc, essayons quand même de comprendre comment raisonnent les investisseurs internationaux et regardent le dollar américain. Vous avez votre tranche en dollar US, ça c'est l'hyper support du dollar US. Alors, on était passé en dessous, c'est dommage, j'aurais dû l'amener en cours de clôture, mais voilà, on a fait pile poil le bas du range en cours de clôture. Donc à partir du moment où le dollar américain revient dans un bas de range, à une époque où quand même la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire, c'était difficile d'envisager que le dollar US en sorte par le bas. Ce qu'il pourrait faire si jamais la Fed reverse complètement son approche monétaire. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'en pratiquant l'analyse technique sur le dollar US, ça peut venir optimiser votre analyse technique sur l'euro-dollar. Donc si celui-ci est sur un support, autre façon de raisonner. Vous avez un euro-dollar qui revient sous résistance, et vous vous posez la question, est-ce que je la vends, cette résistance? Essayez quand même en face de voir si vous n'avez pas le support équivalent sur le dollar US. À ce moment-là, ça peut renforcer la probabilité que la résistance sur l'euro-dollar fonctionne. Parce que si le dollar US remonte, euro/dollar, devise de contrepartie, ça sera un facteur de baisse pour l'euro-dollar. Oui. Supposons qu'on a le même graphique sur les US$, oui, qui converge avec l'USD-CHF. Oui. Ça pourrait être vraiment intéressant d'aller trader l'euro-dollar. Bah, en fait, alors, pendant longtemps, l'USD-CHF, c'était l'euro-dollar qui se regardait dans la glace. Bah, parce que pourquoi? L'euro-CHF, c'était flat, c'était 1,20, 1,21, ça ne bougeait pas. Donc, euro-dollar, USD-CHF, c'était la même chose à l'envers. L'euro-CHF a quand même si au final, maintenant, l'euro-CHF, c'est à nouveau un range. Il n'y a même plus la Banque centrale qui intervient, mais je ne sais même pas combien on est, mais concrètement, il n'y a pas de tendance sur l'euro-CHF. Pendant longtemps, c'était vrai. C'est-à-dire que vous aviez un support sur le USD-CHF, il fallait trouver la résistance en face sur l'euro-dollar. Maintenant, c'est un peu moins vrai, mais malgré tout, si vous avez une cassure de résistance sur l'euro-dollar, c'est quand même bien d'avoir une cassure de support sur le USD-CHF. Parce que bon, le franc, l'euro, la Suisse, la zone euro, une différence énorme. Prenez un euro, tant que l'euro CHF n'est pas en tendance, on peut considérer à peu près qu'euro-dollar est l'inverse de l'USD CHF. Alors, ça j'ai apporté quelques graphiques fondamentaux, mais c'est un autre sujet. Il y a un débat, et c'est justement si vous et puis après je vais vous montrer le S&P 500, j'ai un graphique très similaire à celui de Sébastien. Il y a un débat sur l'économie américaine. Il y a des économistes qui s'expriment ici et là. Finalement, en analyse technique, on peut parfois reprocher aux analystes techniques de tout le temps changer d'avis. Vous étiez aussi le temps que vous avez pêché, etc. Mais honnêtement, parmi tous les agents qui participent au marché financier, pour moi, les plus grandes girouettes, on va dire, ça reste les économistes. Non, mais clairement. Ou même les institutions internationales. En janvier, elles vous donnent des perspectives de croissance économique pour le monde, puis en février, elles changent. Ah, mais non, en mars, finalement, non. Et donc, au final, ils n'en savent rien. Ils font des scénarios, mais ils passent leur temps à revoir leurs espérances. Pour l'économie américaine, c'est une économie qui est en croissance. Pour regarder tant d'indicateurs, on peut débattre est-ce que vraiment le chômage est faible aux États-Unis, peu importe le taux de chômage, selon le Bureau international du travail, aux États-Unis, il est plus faible qu'en Europe, il est plus faible qu'en France, et il baisse. L'économie américaine, certains économistes maintenant médiatiques commencent à dire récession, 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 c'est la fin, l'économie US va droit au mur. C'est vrai que ça fait depuis 2009 qu'on est en croissance aux États-Unis. Prenez le taux de croissance du produit intérieur brut américain chaque année. Bon, c'est pas l'Europe, on ne fait pas 0,5 plus 1, on fait plus 2, plus 2,5 chaque année. Donc quand on fait ça pendant 7 ans, on peut parler quand même d'un vrai cycle de croissance. L'idée c'est quoi? C'est de se demander, mais qu'est-ce qui fait la croissance économique américaine? Imaginons que vous ayez, vous, la démarche de vous dire, bon, je vais essayer de réfléchir par moi-même. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'économie américaine ralentisse? Et à ce moment-là, la Fed reviendrait sur son resserrement monétaire et le dollar US pourrait être sous pression et l'euro-dollar remonter à 1,20. Tout s'enchaîne en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut comprendre à la base. L'idée c'est de s'intéresser à la composition de la croissance aux États-Unis. Autant vous dire que ça n'a rien à voir avec la France. On peut trouver le même type
d'histogrammes pour la France. Donc ça vient d'où? Ça vient du BEA et de la recherche Amundi. Donc c'est la fusion Société Générale Asset Management et Crédit Agricole Asset Management. Bref, il y a, prenez, donc c'est la croissance par trimestre depuis 2013, il y a quand même une couleur qui sort du lot. C'est la consommation des ménages. Donc lorsqu'on dit que le consommateur américain fait la croissance américaine et concrètement est un facteur de croissance pour le monde, c'est vrai. Regardez la micro-contribution du commerce extérieur. En France, le même histogramme, c'est ça pour la consommation des ménages, ça pour le commerce extérieur. C'est-à-dire que la France, dès qu'elle a de gros contrats sur, je ne sais pas, ses avions, certaines grosses réussites industrielles françaises, sur certaines années où on va vendre des choses qui peuvent plusieurs centaines de millions, on a une super contribution du commerce extérieur. Mais la consommation des ménages en France ou en Europe, ça part est beaucoup moins important. Donc au final, si on se pose la question de l'économie américaine, c'est pas la dépense publique, c'est éventuellement l'immobilier. L'immobilier US, c'est le premier secteur qui avait décroché en 2006. Ça a été ensuite le socle de la crise des subprimes, donc des produits financiers qui avaient été titrisés, dont la contrepartie, c'était des prêts immobiliers hypothécaires. C'est-à-dire que la valeur du prêt immobilier, concrètement, c'était l'hypothèque. En fait, un prêt immobilier prenait des garanties, en France c'est Crédit Logement, mais là-bas c'était beaucoup d'hypothèques. Le prix de l'immobilier s'est effondré. Bon, vous avez un crédit immobilier à côté de ça, l'hypothèque. Si le prix de l'immobilier s'effondre, l'hypothèque s'effondre, forcément la valeur du crédit s'effondre. Donc pendant longtemps, ça a été de l'immobilier résidentiel. Maintenant, on a retrouvé un rythme de croissance de l'immobilier. C'est facile de trouver les statistiques. Vous allez voir, l'immobilier US est sur maintenant une bonne dynamique. Ok. Mais c'est surtout la consommation des ménages américains. C'est pourquoi, lorsque vous regardez la plupart des statistiques, ça peut vous paraître étrange, mais pourquoi le marché fait confiance à des indices de confiance du consommateur, des sondages, c'est pas sérieux. Et finalement, les économistes s'appuient que sur des indicateurs avancés. La plupart des indicateurs économiques maintenant à la mode, ou en tout cas suivis, sont les indicateurs avancés. Un indicateur avancé, c'est pas forcément scientifique. Un indicateur avancé, la plupart d'entre eux, c'est on prend une classe d'agents économiques, donc, qui peuvent avoir des postes clés, comme des directeurs, ce qu'on appelle des directeurs d'achat en entreprise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'indice PMI. Le PMI, manufacturier, des services, on entend régulièrement parler de ça. Purchasing Manager Index, les directeurs d'achat. Pourquoi? Dans une entreprise, un directeur d'achat, c'est quoi? Il est obligé de se projeter, puisqu'il raisonne, il est en amont, derrière il y a des choses à produire. Bon, il faut bien qu'il fasse des achats. À un moment ou à un autre, s'il y a une demande, il faut qu'il soit prêt pour pouvoir livrer en aval le produit. Donc, il se projette. Et en fonction de ces projections des personnes qui sont en amont dans les entreprises clés, le marché se projette sur des perspectives de croissance économique. Pour la consommation des ménages, tous les mois, aux États-Unis, vous avez l'Université du Michigan et le Conference Board qui sondent le consommateur américain. On essaie toujours quelle est la confiance du consommateur américain. Ça peut paraître étrange, ça. Pourquoi? Parce que voilà, c'est lui qui fait l'essentiel de la croissance. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant au marché du travail aux États-Unis? Pourquoi, dès que les chiffres du marché du travail aux États-Unis sont mauvais, vendredi 3 juin, le marché attend 200 000 créations d'emplois au mois de mai aux États-Unis. Ça sort à 38 000. L'euro-dollar plus 100 points. Chute du dollar US, ça peut paraître excessif. Ok, l'économie américaine a créé 38 000 emplois, l'euro-dollar prend 100 points. Oui, mais c'est parce que le consommateur américain, pour consommer, il faut déjà qu'il ait un boulot. Et puis surtout pour ça. Donc, simplement, je voulais juste vous montrer ça, pour vous dire qu'au fond, ça peut paraître parfois un peu léger, le comportement des investisseurs, de se baser sur des indicateurs de confiance ou sur des agrégats économiques qui peuvent sembler simples pour prendre des décisions d'investissement par contre lourdes, mais c'est parce que derrière, il y a une réalité économique. Le consommateur américain fait l'essentiel de la croissance économique aux États-Unis et donc l'essentiel des bénéfices des entreprises américaines. Les entreprises américaines, elles sont très internationales, mais moins que les entreprises européennes. Bon, parce que voilà, ils vont beaucoup sur leur marché domestique. Donc on a quand même encore besoin du consommateur US. Donc pour résumer, si vous vous intéressez au marché d'échange et notamment à l'euro-dollar ou au dollar US, essayez toujours de faire de l'analyse technique sur le dollar US avant de la faire sur l'euro-dollar ou faire les choses en même temps. Si vous avez une sélection de statistiques économiques à suivre, il y en a plein des statistiques où on ne comprend plus rien. À un moment donné, il faut faire un choix. C'est comme tout à l'heure Sébastien a montré sa méthodologie. En analyse technique, il y a 1 million d'indicateurs, on a tous une méthodologie. Pas besoin qu'elle soit compliquée, le tout c'est de comprendre les outils qu'on utilise. Ça peut être un peu de chartisme, des vagues d'Elliott et quelques indicateurs techniques. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire.
où je vais en venir. Mais tout, voilà, tout ça pour dire que c'est la même chose en macroéconomie. On n'a pas besoin d'être économiste pour savoir concrètement comment ça marche. L'idée, c'est pas non plus d'aller en détail de la publication de chaque statistique. L'idée, c'est de savoir, sur le marché qui vous intéresse, qu'est-ce que regardent les investisseurs institutionnels, les banques, les gérants traditionnels, les hedge funds, d'accord, et les fonds de pension, etc. Qu'est-ce qu'ils regardent? Donc, pour le dollar US, la macro américaine, ça peut sembler logique, et dans cette macro américaine, il faut filtrer. Parfois, vous allez être, moi parfois dans certaines de mes webinaires, je regarde donc l'euro-dollar, et là on a une statistique américaine qui tombe, je sais pas moi, un indicateur d'activité régionale, il est mauvais, et les auditeurs me demandent pourquoi l'euro-dollar ne monte pas. Oui, mais c'est parce que peut-être que ton indicateur d'activité de la région, donc je sais pas quoi, du Texas ou je sais pas quoi, peut-être que personne ne le regarde, c'est pas suffisamment impactant. Il faut aussi faire un filtre, comme ça au moins on ne s'y perd pas. On a une méthodologie qui est claire, sa méthodologie, il faut qu'elle soit technique, mais au-delà de l'analyse technique, les mouvements sont surtout faits par des fondamentaux qui ne sont pas, au final, si complexes que ça. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais on raisonne en termes de tendance graphique sur les actifs. Sur les indicateurs macroéconomiques, raisonnons aussi en termes de tendance. Et ça, c'est facile de voir qu'un taux de croissance économique s'accélère. Un taux de croissance économique qui s'accélère. Imaginons la croissance économique aux États-Unis 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Plus 2, plus 2,2, plus 2,4, plus 2,6, plus 2,8. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est un momentum économique. Est-ce que vous connaissez l'indicateur de momentum? La base de tous les indicateurs techniques. L'indicateur de momentum. Alors déjà, ce n'est pas un indicateur technique, pour le coup, c'est vraiment des maths. Le momentum, ça appartient pas à l'analyse technique. C'est le taux de variation glissant. D'accord? Donc, je ne sais pas, entre la semaine 1 et la semaine 2, vous passez de 50 à 100, vous doublez. Entre la semaine 2 et la semaine 3, vous passez de 100 à 200, vous redoublez. Ensuite, vous passez de 200 à 600, vous triplez. Vous avez bien un rythme de la hausse qui s'accélère. Ça, c'est le momentum du marché. L'idée sur les indicateurs macroéconomiques, c'est de regarder le momentum. Et lorsque les économistes, certains économistes maintenant, parlent de récession aux États-Unis, la récession, ce n'est pas la chute de l'économie américaine, la fin du monde, c'est juste une croissance économique qui décélère. C'est-à-dire que l'économie US, elle fait plus 2,5 en 2016, plus 2 en 2017, plus 1,8, bon, forcément c'est la mauvaise direction. Mais quand même, l'économie US continue de croître. Et son rythme de croissance décélère, la tendance sur le momentum de la croissance décélère, et là, c'est ce que regarde la Réserve fédérale, par exemple. Et là, ça peut en effet interrompre ce qu'elle a commencé à faire. Et à ce moment-là, le marché ayant acheté le dollar américain en se projetant sur ce qu'allait faire la Fed, finalement, elle n'a plus les raisons de le faire, et à ce moment-là, le marché peut vendre du dollar US, et l'euro-dollar revient à 1,20, non pas parce que les choses changent en Europe, c'est parce que le dollar US efface une partie de sa hausse qui a été excessive. Donc parfois, une fois quelqu'un m'avait dit comme ça, mais l'euro-dollar ne peut pas remonter à 1,20, à 1,25, il n'y a aucune raison, l'Europe va mal, tout va s'effondrer, la Grèce, le Royaume-Uni, etc. Mais l'euro-dollar peut remonter à 1,20 si le dollar US est sous pression. De la même façon, la Fed relève ses taux. Bon, demain, elle ne relève pas ses taux. Si elle fait ça, c'est vraiment, elle ne regarde pas le monde, qu'elle se fiche de la communauté des investisseurs qui est en stress actuellement. Mais imaginons qu'elle le fasse en juillet ou en septembre, donc elle confirme quand même ce qu'elle a amorcé de faire en décembre dernier. À ce moment-là, le dollar US, pourquoi pas, je vais revenir sur le graphique du dollar US. Là aussi en analyse technique, il ne faut pas anticiper, mais le dollar US, belle tendance haussière, un range. Si la Fed doit relever effectivement ses taux pour la seconde fois, voire davantage, il y a une bonne probabilité que le dollar US tienne son support majeur. Et puis remonte donc sur ses récents plus hauts. Si le dollar US remonte tout en haut, c'est un euro-dollar qui a 1,08, voire 1,05, pourquoi pas, mais finalement l'euro-dollar c'est un range 1,05, 1,15, 1,16. Moi je me suis fait piéger, et j'ai même, pour le coup je reconnais avoir mal pratiqué l'analyse technique à ce moment-là. Quand l'euro-dollar, il y a quelques semaines, a fortement monté vers 1,15, 1,16, pour moi on avait donné un signal. Je utilisais des cours de clôture, j'étais persuadé qu'on était sorti par le haut du range. Je me souviens de cette matinée où ça accélère 1,16 ou quelque chose. On termine la séance tout en bas, on faisait en terminologie japonaise, je me souviens du shooting star, une étoile filante, grosse mèche haute, petit corps tout en bas. On a fait la même chose en fin de semaine en weekly, et on est retombé tout en bas. Mais j'ai eu du mal à y croire techniquement, je me suis dit, mais non, il y a eu des acheteurs de l'euro-dollar, il y a eu du volume, ça avait l'air d'être la bonne, et finalement on est resté dans le range. Au final, un marché passe plus de temps en range qu'en tendance. Le range 1,05, 1,15 de l'euro-dollar, qu'est-ce qui l'empêche de durer? Encore,
2017, déjà, il y a pourquoi pas au fond. Pourquoi pas. Donc, ce que nous dit l'analyse technique, c'est qu'il faut attendre le signal. Pour le coup, c'est une de ses forces, l'analyse technique. Quelqu'un qui n'en fait pas du tout, vous regardez l'euro-dollar, si un jour vous avez une belle cassure haussière par le haut du range, vous faites une clôture weekly à 1,17 ou 1,1750, quelqu'un qui ne regarde pas les charts va vous dire ok, 1,1750, mais pourquoi aller à 1,20? Vous, analyse technique, vous dites bah si on sort par le haut d'un range qui se construit depuis 2 ans, qui est peut-être finalement une grosse base pour remonter plus haut, vous vous dites voilà, moi je fais de l'analyse technique, je connais comment calculer des objectifs de cours, et théoriquement je vise un 20 qui a une plus grosse résistance, voire un 22. Donc ça je dirais que c'est de la force de cette approche. Et de plus en plus, moi je connais quelques gérants qui n'ont pas d'analyse technique en interne, mais qui souvent me demandent des charts comme ça. Alors je leur dis, mais attendez, vous n'arrêtez pas de me demander, Vincent, ils ont une idée d'investissement sur une action, ils me font un petit mail comme ça, parce que j'en connais certains. En fait, Vincent, qu'est-ce que tu penses du chart? Moi je leur dis à chaque fois, alors je croyais que vous n'aviez pas besoin d'analyse technique maison. Parfois c'est pour se rassurer sur quelque chose qu'ils ont prévu. Parfois c'est pour se rassurer ou pour soigner le timing, mais ce que je veux simplement dire, c'est que en France, petit à petit, on y vient. C'est-à-dire que même le gérant le plus classique, qui aura 50, 55 ans, de la vieille école, qui a toujours détesté regarder les graphiques, parce que pour lui, analyse graphique égale sorcellerie. C'est dommage de considérer ça, sachant que les graphiques sont énormément regardés dans les pays anglo-saxons, encore plus en Asie, garantie qu'en Asie, les papiers d'analyse technique, ça se vend. En Europe, maintenant, vendre un gros papier de recherche d'analyse technique, c'est déjà, les gens s'habituent à ce que ce soit gratuit, ça devient de plus en plus difficile. Mais l'Europe, bon, c'est quand même encore un point important au monde, mais elle ne fait pas le marché mondial. Et si on part du principe qu'au Japon, qu'en Chine, que dans des grandes économies émergentes, qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni, dans des pays anglo-saxons, ils regardent les graphiques, au fond, pourquoi dire que c'est de la sorcellerie? On ne peut pas forcément adhérer, mais de temps en temps, je dirais au moins, intéressez-vous au gros niveau de prix. Voilà. Si vous excluez l'analyse technique de vos investissements, vous disant c'est n'importe quoi, les RSI, les résistances, les moyennes mobiles, c'est nul, au moins, essayez de respecter le fait que certains gros niveaux de prix peuvent avoir un impact sur l'action des prix. Gardez au moins ça. Si vous devez garder quelque chose de l'analyse technique, prenez les gros supports horizontaux et les principales lignes de tendance. Gardez au moins ça, et le reste, éventuellement, ne vous y intéressez pas. Prenez des lignes de tendance, des niveaux de prix horizontaux, sur des graphiques de long terme, retenez ça. Je ne vois pas en fait en quoi ça peut nuire finalement à la gestion. Ça va pas forcément baser ses décisions là-dessus, mais ça ne va pas lui nuire. Et finalement, moi je trouve ça dommage. Il y a certains analystes, on retrouve aussi ça chez les analystes techniques par exemple, il y a des analystes techniques qui ont une méthode. Je pense par exemple en vague d'Elliott, par exemple, il y a des maisons d'analyse technique qui font des vagues d'Elliott. Leur parlez pas de calendrier économique, leur parlez pas de divergents, c'est un peu faux ce que je dis, mais ils ont quand même une méthode de base qui va être un décompte élliotiste. Et ils regardent ça, puis ils font des hypothèses, mais c'est leur décompte élliotiste. Et moi je trouve ça dommage finalement de se fermer à d'autres approches techniques, sous prétexte que la sienne est la meilleure ou que le reste c'est de la sorcellerie. Mais sans forcément y accorder trop d'importance, il faut toujours être un peu curieux et se demander pourquoi le gérant, imaginons un gérant classique, je sais pas, Carmignac, DNCF Finance, des potes comme ça, vous leur demandez, un jour interroger un des gérants qui gère un fonds, mais pourquoi l'euro-dollar s'est arrêté à 1,15, 1,16? Et il va vous dire, oh la banque centrale, oh telle statistique, oh, etc., etc. Ou il va peut-être vous dire, bon, j'en sais rien, mais il y a des raisons pour le coup technique, parce qu'il y a des gros niveaux de prix qui sont regardés par la finance internationale. Et enfin, plus concrètement, pour en revenir à ce dont parlait Sébastien tout à l'heure, les turbos, les varons, les options, tout un tas de produits dérivés. Certains de ces produits ont des barrières. D'accord ? Et ces barrières, elles correspondent à quoi souvent, l'émetteur? Je vous garantis qu'ils regardent les gros niveaux de prix. Et très souvent, ça va correspondre à un gros niveau. Donc à ce moment-là, il y a tout un tas de produits dérivés où vous allez arriver au contact de gros niveaux horizontaux techniques qui vont impacter le produit dérivé. Donc à ce moment-là, il peut y avoir une conséquence directement sur le marché. Ne serait-ce que parce que ces dérivés-là ont des barrières de désactivation ou des prix d'exercice qui correspondent à des gros niveaux techniques. Les prix ne prennent pas comme ça au hasard. Donc moi je vous défends de toute façon toujours le rôle de l'analyse technique, parce que moi j'adore cette approche et puis ça permet de couvrir toutes les classes d'actifs, on a une vision d'ensemble. Et puis, mais simplement pour vous dire que si vous par exemple c'est pas le cas, si par exemple lorsque vous investissez sur les actions,
vous avez raison de regarder d'abord les fondamentaux. Imaginons que vous achetez, je ne sais pas moi, un Total parce qu'elle a publié des super résultats, ou vous avez lu un article, ou vous êtes intéressé, elle a une stratégie, elle a découvert un puits, je ne sais pas, quelque chose, ou elle signe un nouvel accord commercial, je ne sais pas où dans le monde. Et il y a quand même peut-être la curiosité de jeter un œil au graphique de long terme. Et si à ce moment-là, en plus, vous voyez une superbe cassure haussière de résistance, c'est super, c'est tout bénef. Et au contraire, si à ce moment-là, l'analyse technique vous invite à vous méfier, peut-être que vous avez raison sur le scénario fondamental, mais que le timing n'est pas bon. Que ça a déjà trop monté parce que certaines personnes mieux informées que vous étaient au courant, donc ils ont payé, vous avez l'information, et finalement on a pris 15%, ça peut peut-être consolider, retracer. Là, c'est l'analyse technique qui va vous dire qu'on est sous une résistance et qu'il faut peut-être attendre le retracement. On parlait de retracement tout à l'heure sur le prix du pétrole. Un gérant fondamental du pétrole, ok, $50, il y a sûrement une réalité économique à $50. A priori, c'est le prix théorique. Théorique, sur quel modèle, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je ne sais rien. Mais ça semble être un prix théorique. A priori, l'industrie américaine autour de $50 s'y retrouve. Certains grands pays de l'OPEP commencent à s'y retrouver. Donc voilà, on arrive à $50. Si vous avez une anticipation pour que le pétrole aille plus haut, on va fondamentalement 45, $40 ou $35, vous n'en savez rien au fond. Et peut-être que là, l'analyse technique à travers des choses simples comme les ratios de retracement, des choses comme ça, peut essayer d'affiner l'entrée. Voilà. Tout ça pour dire que pour moi c'est mon approche principale, hein. Autant vous dire que moi c'est les graphiques et j'essaie d'avoir une bonne compréhension des fondamentaux. Je ne suis pas du tout un spécialiste des fondamentaux, je ne suis pas économiste de formation, j'ai une approche plutôt, j'ai une formation généraliste. Je ne suis pas un professionnel de la valorisation d'entreprise, même si concrètement je connais les méthodes de valorisation, que je peux vous calculer un objectif de cours théorique sur une action en appliquant telle ou telle méthode. Ok, ça c'est bien sympa, mais moi je me souviens quand je suivais énormément le marché action. Imaginons que vous avez plusieurs brokers ou plusieurs banques qui proposent, vous savez, souvent vous voyez objectif de cours. Deutsche Bank relève son objectif de cours sur Total. Et alors parfois vous avez des banques qui ont des objectifs de cours complètement différents. Pourtant elles font toutes de la valorisation boursière. Pourquoi? Parce que la valorisation boursière, c'est beaucoup de paramètres. Des paramètres qu'on anticipe. On projette que l'activité va croître d'autant. On projette tel taux d'intérêt. Et ça vous donne tel objectif de cours. Mais peut-être que la banque à côté a une autre vision des taux d'intérêt, une autre vision de la capacité de l'entreprise à vendre. Donc, l'analyse technique elle a ses faiblesses, mais je vous garantis que ce n'est pas de la sorcellerie, ne serait-ce que parce que maintenant, la finance internationale regarde au moins les gros niveaux de prix. Alors que ce soit de la sorcellerie ou pas, ou que ça fonctionne parce que tout le monde regarde les mêmes niveaux, j'ai envie de dire peu importe. Nous on est là pour, a priori, investir une partie de son épargne financière sur les marchés. Si des mains fortes s'y intéressent, autant s'y intéresser. Sans forcément trop rentrer dans des maisons plus complexes. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, ça c'était le BNI. Bon, ça c'est l'USD Yen. Voilà, juste on va terminer sur le SP500. T'as le temps, hein, les pizzas sont pas encore arrivées. Ah bon? Il y a des pizzas qui arrivent. C'est bien ça. Ah, je croyais que c'était FXM qui devait alors c'est parti alors. C'est pour moi, pas de problème. Vous voulez quoi comme pizza alors? Faire le choix, ah, c'est déjà commandé, sinon on avait encore une demi-heure. Alors, ça, c'est le SP500. Sébastien vous a montré exactement le même graphique. C'est pas le CAC 40. Je ne sais pas si vous avez en tête un graphique du CAC 40, mais c'est pas ça. Même nous, en Europe, depuis le printemps 2015, on baisse. Les marchés actions US, ils sont complètement perchés. Souvent en Europe, parfois, on parle de marché baissier aux États-Unis, ça y est, cassure de ligne de tendance, ça va chuter. Dès que vous entendez les analystes techniques s'extasier sur une cassure de support d'un indice US, 9 chances sur 10, c'est le point bas. Mais c'est tout le temps comme ça sur les marchés actions US. Je reviens ici en février dernier. Les marchés actions européens qui chutent, il y avait de la volatilité. Les marchés actions asiatiques qui étaient à nouveau sous pression, Shanghai qui était à nouveau sous pression. Le S&P 500, il y a un niveau de prix que tout le monde regarde. Tout à l'heure, je parlais de l'euro-dollar avec 1,0515. Le S&P 500, tout le monde regarde 1800, 2140. 1800, c'est le gros support depuis 2 ans. On est en revanche, 1800, 1810. Si on prend des cours de clôture, c'est un peu plus haut, mais c'est la zone. 2140, ce sont les sommets historiques. D'accord. Il y a presque eu un piège baissier à l'hiver dernier sur les indices US. Finalement, le marché a payé à 2 reprises, j'aurais dû zoomer davantage, c'est dommage, mais 2 reprises le S&P 500. Et si vous avez le temps tout à l'heure ou plus tard chez vous, revenez sur le S&P 500 en février dernier. On a fait une superbe structure de creux, un double top, le double bottom, une des figures de creux standard, sur le S&P 500 avec une belle ligne de coup
Il y a une séance où le S&P 500 a cassé la hausse à une de coups, propre. Derrière, on a empilé les séances de hausse. Tout ça pour dire que c'est un marché qui est fort. Comment? Pas en clôture. Peut-être après, donc 2 jours après, je sais plus. Bon, enfin, 2040, c'est ça? non, celle-là, ici, là. Ah d'accord, 1800 quelque chose. Ah non, ça on n'y est même pas encore tout à fait. Ah non, 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 je parlais ici en fait, de ce petit bout de tome. Parce qu'il y en a qui parlaient d'une cassure avant 2040, on n'a jamais cassé. Ah non, non, il n'est pas encore. Hein. Donc moi, voilà. j'avais mis un mec de règle de GC. Donc ici vous avez un range. La question que se posent les investisseurs internationaux, c'est les marchés actions US, ils sont perchés sur tout tombe, est-ce qu'ils peuvent aller plus haut? Pourquoi pas? Vous avez déjà des banques qui disent objectif de cours 2300, 2400. Bon bah, techniquement parlant, en fait, ces établissements-là envisagent qu'on sorte par le haut d'un range vieux de bientôt 3 ans, quoi, qui est un range de 350 points. Mais en même temps, ce range du S&P 500, il peut parfaitement durer. Jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas acheter 2140, tout comme on ne va pas vendre le support. Mais voilà, le marché action US est dans un super range. Difficile de dire, alors on dira que les actions américaines sont trop chères, quelles sont les perspectives de la croissance économique aux États-Unis, tous les économistes, il y a 2 écoles, ils s'affrontent, donc il n'y a pas de convergence totale. Mais nous, raisonnons basiquement, regardons l'analyse technique, tant qu'on n'a aucun cours de clôture qui sort de ces 2 bornes, il n'y a aucune raison d'envisager que ça ne dure pas. Mais si un jour vous avez une superbe semaine du S&P 500, on clôture la semaine à 2170, quelque chose comme ça, nouveau sommet historique, clôture au plus haut, c'est un signal d'achat d'analyse technique, et a priori, derrière, envisager davantage. Autant vous dire que moi, j'anticipe rien sur le marché action US. Alors, ensuite, il y a une autre question qui est compliquée. À votre avis, si la Fed relève ses taux, qu'est-ce qui se passe sur les marchés action US? Comment vous voyez les choses? Et donc, la Fed relève ses taux, d'après vous, qu'est-ce qui se passe sur les actions américaines? Comment? Oui, non, mais oui, ou lors des prochains mois. Ce que je disais, c'est qu'on voyait des marchés qui remontaient par anticipation de hausse de taux. On pensait qu'avant le NFP, on pensait qu'il y aurait une hausse de taux au mois de juin. Et du coup, en parallèle, on avait des marchés qui montent. Généralement, c'est l'inverse. Alors justement, en fait, vous soulevez bien la problématique, c'est que nous, vu de l'Europe, vu qu'on a des conditions économiques qui sont un peu différentes, parler de hausse de taux, on peut sembler, mais non, c'est pas possible, la situation économique ne rend pas ça possible, on ne va pas se mettre à augmenter le coût du crédit alors qu'il y a encore énormément de chômeurs, qu'il n'y a pas de croissance économique, il y a une instabilité sociale, etc. Mais vu des États-Unis, un gérant américain, si la Fed relève ses taux, ils font confiance à leur banque centrale, jusqu'à maintenant. Il ne faut pas qu'elle perde en crédibilité. Et si la Fed relève ses taux, aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus optimistes que nous, sont beaucoup plus positifs, on va dire. C'est qu'ils partent du principe que la Fed pense que la croissance US va s'accélérer, que les profits vont garder leur bonne dynamique, etc. Donc, au final, moi, j'en sais absolument rien, je serais incapable de vous répondre. On va dire, c'est une chance sur 2, mais si la Fed relève ses taux, il ne faut pas non plus s'enfermer dans un discours « le S&P 500 va s'effondrer ». Déjà, le S&P 500, il a tenu en février dernier, et si un jour, effectivement, il y a un gros choc, que le S&P 500 casse ce niveau-là, sort par le bas d'un range, là, le CAC 40, c'est pas 3600, quoi. C'est 3000, 3100, enfin, on revient, nous, tout en bas. On amplifiera le repli du marché action US, alors que lui ne reviendrait que dans cette zone-là, et au final, garderait une bonne tendance, enfin, en tout cas, par rapport à ces points bas de 2009, quelque chose de conséquent. En tout cas, voilà, le marché action US, il est perché, on ne peut pas l'acheter maintenant. Je suis même persuadé que si on fait des stratégies sur des turbos dévarants, est-ce qu'on peut envisager de vendre tout en premier test? Moi j'ai à vendre dans 2120, je ne l'ai pas fait. Mais en fait, moi ce que je vais surtout regarder, c'est plutôt la corrélation entre les marchés. Par exemple, récemment, ce qui me gêne moi, dans la correction en Europe, là, c'est que tu soulignais effectivement la cassette de 4240 dont je parlais tout à l'heure, mais le S&P casse rien du tout. Voilà. C'est pas 440 ça, hein? Alors, oui, non, mais je sais, mais souvent c'est corrélé, même si c'est pas au même niveau. Exactement. On n'a rien cassé du tout sur le S&P. C'est fou, là. Donc du coup, je suis pas très à l'aise avec la cassure récente à des millions. Tu vois. Enfin, peut-être que c'est dû au Brexit. Enfin, voilà. Non, mais oui, peut-être des choses comme ça, mais je ne sais pas. Du coup, j'ai une correction moins forte. Bon, mais là, je vais voir en fait. Ah, ok. Juste pour dire au revoir à tout le monde. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. À bientôt. Et ouais, donc c'était ça. Si vous voulez montrer. Envoyez un mail si vous êtes intéressé. Et plaisir d'avoir. Au revoir, Sébastien. Une dernière chose, vous l'avez sûrement déjà vu ça,
voit ça facilement. Ça se trouve. L'avantage maintenant de l'information financière, c'est qu'à une époque, il n'y avait que Bloomberg, il fallait être un institutionnel, avoir Bloomberg, être sur le chat Bloomberg pour avoir des vraies infos. Maintenant, il y a quand même le développement des réseaux sociaux, et où de plus en plus de personnes, même d'instituts qui ont des Blooms, se mettent à tweeter, à envoyer tout sur Facebook. Les choses se diffusent. Là, vous avez un graphique, à nouveau du S&P 500, vous reconnaissez, sauf que c'est en cours de clôture. Et là, vous avez le bilan de la Fed. Il y a quand même quelque chose. Il y a un lien. Mais c'est pas parce que le bilan de la Fed devrait fortement s'inverser ou que la Fed relève ses taux qu'on va forcément chuter. Dans toute cette période-là, le marché avait besoin d'être rassuré. Donc il y avait des corrections, il y avait des risques à corriger, il y avait le secteur financier à nettoyer. L'économie, on va dire, l'économie réelle, elle ne fonctionnait plus en autonomie. Elle avait besoin de la Banque centrale. Et à un moment ou à un autre, il faut quand même être optimiste, on peut quand même imaginer qu'un jour, les économies vont pouvoir refonctionner sans les banques centrales, et pourquoi pas aller plus haut sans les banques centrales. Là, ça peut paraître utopiste ou exagéré, mais un jour ou l'autre, je pense que dans 50 ans, lorsqu'ils reviendront sur la période actuelle, ils identifieront cette période comme complètement exceptionnelle. Jamais les banques centrales auront autant participé, auront eu autant de pouvoir. Maintenant, voilà, on s'intéresse plus à ce que va dire un patron de banque centrale qu'un gros patron de boîte. Donc voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer. Voilà. J'ai une question qui est pour le coup de néophyte. Lorsque vous tracez une tendance oblique, sur une tendance haussière ou une tendance baissière, quels sont les points que vous reliez sur une tendance haussière? Parce que j'avais entendu dire que sur tendance haussière, on faisait passer, on reliait les points les plus hauts, et sur une tendance baissière, la tendance oblique, on la mettait sur les points les plus bas. J'en suis pas certain, je suis un peu confus parce qu'on m'a dit tout et l'inverse. Alors en fait, c'est ça le problème avec le chartisme, c'est qu'au final, on peut tous tracer les lignes de tendance un peu comme on veut, mais l'idée c'est juste d'être cohérent. Moi parfois je vois des graphiques avec des lignes de tendance qui sont tracées, qui vont joindre un cours de clôture et une mèche basse. Ça c'est pas cohérent. Vous ne pouvez pas ajuster vous-même la ligne de tendance. Moi je prends ce cours de clôture, je prends la mèche basse du chandelier, ça fait ma ligne de tendance. Soit vous prenez tous les cours de clôture et vous les attrapez avec votre ligne de tendance, soit vous prenez toutes les mèches. J'ai envie de dire que souvent vous allez délimiter une zone. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais il faut juste être cohérent en fait. Non, la question en fait précisément, si j'ai une tendance haussière, oui. Est-ce que ma ligne de tendance, je la prends sur les points hauts ou sur les points bas? Et inversement, si j'ai une tendance baissière, si je la prends sur les points hauts ou sur les points bas? Alors, moi, sur les max ou sur les mini? En fait, je sais pas du tout, j'ai jamais entendu. Alors, souvent, ce qu'on peut faire, déjà pour moi, alors, moi je vais vous dire comment je prends toujours en bas. C'est-à-dire qu'en tendance baissière, je raisonne par en haut et je reporte ce qu'on appelle la ligne de canal. Et en tendance haussière, je prends par en bas et je reporte la ligne de canal. Mais ça m'est déjà arrivé en analyse technique pure, graphique. Donc le chartisme, au fond, c'est la base, on analyse le chartisme visuel. Parfois, j'essaie de tracer des lignes de tendance, il n'y avait rien de conséquent. Rien de vraiment propre. Je vois une tendance haussière, il faut que j'arrive à l'attraper avec quelque chose. Je ne trouve pas de ligne de tendance, et ça c'est toujours ennuyeux. Et parfois, vous allez juste attraper les mèches hautes et reporter la ligne de canal qui attrape les mèches hautes vers le bas, et là ça va vous donner quelque chose sur lequel le marché va réagir. C'est là où parfois on peut se dire, même moi parfois je suis dans des charts, j'ai donc tout un tas de points hauts, le marché monte, j'ai des points hauts, imaginons j'ai des points hauts, je commence par tracer ça, je prends la parallèle, je la mets là, et alors là ça m'attrape un point bas et un point bas. Vous savez, moi quand je vois ça, là je me dis, c'est de la sorcellerie, je ne comprends même pas. Pourquoi ça réagit comme ça et tout. Mais au final c'est pas de la sorcellerie, pourquoi? Parce que si ça fonctionne, c'est peut-être que d'autres personnes avec beaucoup de capitaux ont fait la même chose, et donc à ce moment-là ça réagit. Donc, de toute façon, l'analyse technique, c'est pas le dessin qui fait le prix, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous mettez votre ligne de tendance que le marché rêve dessus, il va réagir, il s'en fiche, hein. C'est juste que le niveau de prix correspond à quelque chose que des investisseurs, des acheteurs et des vendeurs voient. Donc s'ils ont tous tracé la ligne de tendance, on arrive dessus, peut-être que beaucoup ne vont même pas la regarder, mais en tout cas ceux qui la suivent vont la payer, la ligne de tendance. Et à ce moment-là, ça va faire réagir le marché. Et ce n'est pas le dessin, le pixel qui fait le... Mais en fait, je n'ai pas de réponse à votre question. Non, c'est parce que en fait, j'ai entendu un truc et l'inverse. J'ai entendu dire par... J'ai pas de réponse à ça. Par quelqu'un qu'en tendance baissière, on reliait les points bas, et en tendance haussière, les points hauts. Ah oui, et j'ai aussi entendu l'inverse. Alors oui, donc, alors ça, vous avez raison. En tendance baissière, c'est les points hauts, tendance haussière, c'est les points bas. Moi, je fais comme ça, mais... En tendance baissière, en tendance haussière, c'est les points bas. Et en tendance baissière, c'est les points hauts. D'accord, ok.
Mais bon, ça, moi je fais ça naturellement, mais c'est peut-être une... Non, mais c'est juste pour nous aider à les construire nous. D'accord. J'avais trop comment faire. Oui. Oui, donc voilà, donc j'ai plusieurs questions. C'est arrivé de faire un petit peu, peut-être ça va durer 1 minute. Moi, sur le long terme, je vois déjà personnellement épaule tête épaule sur le CAC 40 mensuel. Je sais pas quand Après, pour abstraction de ça, alors depuis le gap de 4648, si mes souvenirs bons, il n'a toujours pas été comblé, hein, donc je pense que c'est un gap de tendance, donc le gap qui avait descendu. Après, il est remonté jusqu'à 4490, juste avant la publication du NFP américain et le taux de chômage. Donc 4,7. Donc, bon taux de chômage, mais mauvaise raison parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui avaient abandonné la recherche d'emploi, donc chute. Donc de 30 points du CAC en quelques secondes, et après en 3 heures, il avait baissé jusqu'à 4420. Donc voilà, pas range. Donc à ce moment-là, je m'étais dit, ok, j'étais content parce que j'étais un short, enfin, mais j'avais pas utilisé beaucoup de leverage parce qu'il y avait la publication, donc j'étais content. Je me suis dit, je vais attendre. Parce que vu que c'est un très mauvais chiffre, ça peut faire que descendre. Donc pendant 2-3 jours, ça a rangé. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passait. Après, c'est remonté jusqu'à 4487. Donc en fait, tous les gains, toutes les pertes étaient recouvertes par le CAC. Là, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Pourquoi on a de mauvais chiffres, de mauvais indicateurs avancés et ça remonte? Est-ce qu'ils veulent faire une tasse avec Hans et combler le gap à 4460? Alors là, je me suis fait avoir par ce qu'on appelle le whipsaw en anglais. J'ai pas le graphique du CAC autant en tête et à mon avis, vous allez aller beaucoup plus loin que moi dans le chartisme sur le CAC. Ouais, donc, là, j'ai je regarderai. D'accord, oui. Donc ce que je veux dire, ma question c'est mauvais chiffre, ça descend, on pense qu'il faut tenir parce que voilà, ça peut faire que baisser. Après, bouffe. Ça remonte, ça compte toutes les pertes avant de redescendre quelques jours après jusqu'à maintenant 4150 je pense. Donc ma question est, est-ce qu'on pourrait se prémunir justement, j'étais dans la bonne direction hein, mais je me suis fait avoir parce que c'est remonté en flèche, est-ce qu'on peut se prémunir de tout ça avec des options justement et hedger justement avec des options? En fait là ce que vous parlez c'est la volatilité intraday. Mais là, c'est même plus l'analyse technique, c'est la façon dont concrètement on gère sa position ouverte, c'est le money management, c'est toujours pareil, il y a toujours le sentiment que le marché va chercher ses stops. Ça, j'ai envie de dire, c'est lorsque vous allez déclencher votre stratégie. Alors, si le marché va chercher votre stop, c'est peut-être qu'il était trop près, ou que les institutions financières qui voient concrètement où sont agglomérés les stops, c'est une partie de la vérité, hein, parfois qu'ils vont les chercher et tout. Ça, c'est de la gestion de la position, c'est ce qui est le plus difficile. Est-ce qu'on peut gérer ça avec les options comme ça en intraday? Je serais incapable de le faire, je sais pas. Il y a sûrement une façon de faire, mais là ça devient des choses un peu complexes. Ça m'échappe. D'accord. Je sais pas. Mais je pense que même sans chercher à vouloir impérativement faire quelque chose sur les options, il y a peut-être déjà quelque chose de plus simple que vous pouvez faire sur la position, sur le flux en direct. Hein. Peut-être que si vous avez le sentiment que le marché va chercher votre stop, peut-être que vous n'avez pas laissé la chance à votre trade, vous étiez vendeur dans le bon sens du marché, à un moment c'est un peu remonté, c'est venu chercher votre stop, peut-être que vous l'avez replacé trop vite. Ça de toute façon, il y a l'analyse technique, il y a tout ce qu'on peut trouver, les cassures de support, etc. Et après il y a la réalité de la position ouverte, ça n'a rien à voir, on peut avoir raison et finalement se faire sortir parce que voilà, les ordres, on les a mal gérés, etc. Ça c'est... Et ça, il n'y a pas de... c'est pas une science... science parfaite, c'est probablement même beaucoup plus compliqué que la prévision de marché. Il y a parfois des traders qui ont tout le temps, enfin ils ont raison, ils rentrent super bien, ils sont dans la tendance et ils sortent toujours à stop 0 ou au quotidien. Parce que voilà, concrètement, une fois la position ouverte, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la volatilité intraday, donc la volatilité réalisée du marché. Il y a aussi la façon dont on va émotionnellement gérer sa position ouverte. Ça part dans le bon sens, on est en gain, on visait 100, on est à 90, mais on est en gain, on va absolument sortir, ou vous aviez un stop initial, vous rentrez à 50, vous avez un stop initial à 40, vous visez 100, ça monte à 70, et là vous vous dites, je suis à 70, je suis rentré à 50, hors de question que je reperde ce gain-là, donc je remonte mon stop à 65, là vous me faites sortir. Peut-être qu'au fond, la seule réponse que je pourrais vous apporter, c'est lorsque vous prenez position, vous avez vos paramètres de trading initiaux, laissez-les vivre jusqu'au bout, et pas de regret. Limite, prenez votre position, vous avez votre stop, votre limite, et regardez même plus le graphique.
Parce que sinon, si vous êtes devant l'action des prix, vous êtes forcément tenté de bouger quelque chose. Mais voilà, après pour les options, je sais. Et ce qui est très intéressant, dernière chose, hein, c'est que sur l'intraday, juste avant que ça chute énormément, ça a retracé tous les Fibonacci entre 4400 et 4400. 50%, 66, machin. Voilà, c'est la difficulté. C'est la difficulté. Ça marche bien, en fait, les fibos ça marche bien, parce que c'est la même chose, hein, c'est pas la sorcellerie. Pourquoi 50%, 61,8, 38,2, pourquoi pas 41,8, machin, etc. Parce que tout le monde regarde les mêmes, quoi. Tout le monde regarde les mêmes, quoi. Un autre. Surtout en day trading, le gérant instit, il n'est pas là. Hein. Le gérant action standard, Carmignac, tout ce que vous voulez, Amundi, etc. En day trading, il ne regarde même pas, quoi. Il prend sa pause, éventuellement une fois toutes les 3 semaines, il regarde, quoi. Donc en day trading, forcément, ce genre d'outil marche parce que ceux qui font du day trading l'utilisent. Mais en même temps, alors, pour moi, l'analyse technique, c'est hyper efficace sur les graphiques de moyen long terme. Mais ça l'est aussi à très court terme, là pour le coup, parce qu'à très court terme, il n'y a presque plus que ça. À moyen long terme, il y a plein d'approches. Voilà. Moi je voulais juste ajouter quelque chose justement par rapport à ce qu'il disait, la gestion de la position c'est compliqué et c'est ça qui va être le plus émotionnellement prenant. Et c'est en fait pour ça qu'on a créé MoneyPush. MoneyPush, c'est des take profit et des stop loss qui sont automatisés et qui vont vous permettre, que vous ne pourrez pas modifier. Et il y en a beaucoup qui nous disent, ouais bon, ils ne sont pas parfaits, c'est vrai qu'ils sont à moins 100%, plus 100%, là il va y avoir des fonctionnalités qui vont être à moins 100%, plus 200, plus 500%. Ils ne sont pas parfaits mais ils tiennent. Et donc les gens tiennent leur position, ils se disent, ok j'envoie un trade sur MoneyPush et je ne regarde plus, quoi. Je sais que je ne pourrais pas modifier, je ne regarde plus. Et certains qui étaient émotionnellement, entre guillemets, pas stable, enfin fragile, quand il y avait leur position qui commençait à trop descendre et ils écartaient leur stop ou qui arrêtaient leur position. Là aujourd'hui ils laissent, il y a un petit signal quand ça se termine et puis direct. Donc justement c'est intéressant cette question parce que ça rejoint vraiment le pourquoi on a créé cette plateforme de trading.